Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au royaume de Hongrie en raison de leurs raids et leurs pillages. Les Hongrois passent longtemps pour être le fléau de l'Europe, mais à partir de 955, ils se fixent dans la plaine du Danube et fondent un puissant empire chrétien. Vous voulez en savoir plus sur le royaume de Hongrie? Venez avec moi. Une immense armée se rassemble le 10 août 955 à Leschfield, devant la ville épiscopale d'Augsbourg. Otton Ier, roi d'Italie et de Germanie, avait réuni de 8000 à 10 000 cavaliers en armure pour défaire les terribles nomades hongrois qui avaient de nouveau franchi les frontières. Ce n'était pas sans mal qu'il avait pu convaincre les tribus indépendantes des Franconies, de Saxe, de Bavière, de Souabe et de Bohême de s'unir pour cette attaque massive. Maintenant, il fallait livrer bataille et la gagner. Avant le combat, le monarque avait fait jeûner et prier ses soldats. Mais les choses ne se déroulent pas comme on l'avait imaginé Rolat Widukind de Corvey, décrivant les dramatiques événements que les Hongrois traversent aussitôt le Lech, encerclent l'armée et entreprirent d'inquiéter la dernière section par des tirs de flèches. La méthode éprouvée de la surprise tactique réussit une fois encore aux guerriers à cheval. La bataille semblait terminée avant même d'avoir commencé. C'est alors qu'Otton Ier, muni de la Sainte Lance, mène l'attaque décisive. Ce fut le début d'un affreux carnage. Les cavaliers hongrois ne faisaient pas le poids face aux Germains lourdement cuirassés. 3 jours après la bataille, le roi faisait encore pourchasser et exterminer les survivants. Bulsku et Lella, les chefs hongrois, furent décapités à Ratisbonne. Pour les Hongrois, jadis craints dans toute l'Europe, la défaite devant Augsbourg était une catastrophe. Ce peuple de cavaliers, originaire de l'Oural, qui avait franchi les Carpates vers 895 sous la direction d'Arpad et immigré dans la plaine du Danube, avait terrifié des siècles durant ses voisins d'Europe de l'Ouest et du Sud, par ses raids de pillage et de butin. Les Hongrois ou Magyars, qui apparaissaient aussi bien dans une célèbre oraison « Ô Seigneur, protège-nous des flèches des Hongrois » n'étaient pas intéressés par les terres, mais par l'or et l'argent. Pour tenir ces hôtes indésirables à l'écart de leurs frontières, certains souverains leur versaient de bonne grâce un tribut. Henri Ier l'Oiseleur, roi de Germanie, avait ainsi acheté en 926 la paix avec de l'or. Mais après la bataille de Leschfield, le temps des gros butins était révolu pour les Hongrois. Les quelques survivants se retirent dans la plaine du Danube et s'y établissent. Le duc Géza, arrière-petit-fils d'Arpa, qui règne jusqu'en 997, entame des ouvertures décisives vers l'Occident. Il se fait baptiser chrétien par Bruno de Saint-Gall et autorise l'accès de son pays aux missions. Il fait aussi baptiser son fils Viac, né vers 975. Viac reçut le nom du saint patron de l'évêché missionnaire de Passau, Étienne. C'est probablement de cette époque qu'une réplique de la Sainte Lance, cadeau de l'empereur Otton III, se retrouve en possession du royaume de Hongrie. Avec sa conversion, le pays devait devenir un avant-poste de la chrétienté dans l'Orient païen. Un point culminant de la poétique de Géza fut l'union vers 997 d'Étienne Ier avec Gisèle, sœur du futur empereur germanique Henri II. Un véritable prestige pour le jeune royaume fraîchement christianisé. Étienne Ier fut pour les Hongrois un souverain aussi ambitieux qu'énergique, qui consolide son royaume de l'intérieur tout en favorisant l'ouverture à l'Occident comme son père. Il divise l'ensemble du pays en comitats. À la tête de chacun se trouvait un comès ou comte nommé par le roi qui contrôlait les terres entourant son château fort. À la différence de Géza qui avait continué à vénérer les dieux païens malgré son baptême, Étienne Ier était empli d'une vraie piété chrétienne. Il fait baptiser toute la population hongroise, fait venir dans son royaume d'érudits moines bénédictins qui entreprennent de mettre en place un système d'instruction religieuse, fonde 10 sièges épiscopaux, dont les territoires juridictionnels coïncidant avec ceux des comitats. Chaque paroisse était tenue de fonder 10 nouvelles églises. Paroisses, abbayes, évêchés furent confiés à des étrangers. Pour la christianisation des masses, Étienne Ier ne prit pas de gants. Les prêtres et les comtes doivent donner l'instruction au chef de village d'ordonner à chacun d'aller à l'église le dimanche. Celui qui reste chez lui par négligence sera roué de coups et tondu.
Pour asseoir définitivement son pouvoir, Étienne Ier n'avait plus besoin que d'une consécration, son couronnement. Avec le soutien de l'empereur germanique Othon III, désireux de bâtir une communauté d'États chrétienne et universelle, s'inspirant de l'Empire romain antique, le Hongrois reçut du pape Sylvestre II une couronne avec laquelle il fut sacré roi à Grand le jour de Noël, l'an 1000, ou la nouvelle année 1001 selon les sources. Le début du nouveau millénaire marque donc pour la Hongrie l'entrée dans une nouvelle époque. En l'espace d'un demi-siècle, les pillards nomades étaient devenus de pacifiques paysans et artisans ancrés dans l'Occident chrétien. En 1083, le roi Étienne Ier fut sanctifié pour tout ce qu'il avait accompli pour l'Église. Les Hongrois, fraîchement convertis, avaient désormais leur propre saint. La main droite du souverain, la sainte droite, est même conservée dans un reliquaire précieux dans la basilique Saint-Étienne à Budapest. Il apportait son soutien à tous les pauvres, il allait vers eux et prenait soin d'eux, de sa propre main. Voilà pourquoi cette main droite charitable est exposée aujourd'hui encore sous les yeux de la Hongrie, rapporte un chroniqueur. Après la mort d'Étienne Ier en 1038, on assiste à des troubles importants. La succession n'était pas claire car l'unique fils du roi, Émeric, était mort dans un accident de chasse. L'ordre du pays s'avéra toutefois stable. Deux soulèvements païens en 1046 et 1061 ne parviennent pas à ébranler véritablement les fondements chrétiens. Les empereurs saliens placent néanmoins pendant un temps la Hongrie sous la souveraineté du Saint-Empire romain germanique. Mais avec Ladislas Ier, deuxième roi saint de Hongrie, qui arrive au pouvoir en 1077, le royaume parvient à se redresser. Le souverain renforce l'unité de l'État et la monarchie chrétienne par des lois très strictes. Il entreprend aussi une phase de politique extérieure expansionniste qui vit le rattachement à la Hongrie, de la Croatie, de la Dalmatie, de la Slovanie. À partir de 1102, la Hongrie avait trouvé sa place dans le cercle des puissances européennes. Le pays entre Danube et Tisza, autrefois agité, est devenu un élément stabilisateur en Europe centrale et de l'Est. Un bastion chrétien contre les peuples ottomans païens. Par la suite, l'importance de la Hongrie ne cesse de croître. Cette croix penchée, marque distinctive de la couronne de Saint-Étienne de Hongrie, est l'objet de nombreuses légendes, mais elle n'est probablement que provisoire. En 1551, le roi Ferdinand Ier de Habsbourg la fixe en toute hâte, celle d'origine abritant un éclat de la croix de Jésus étant manquante. La reine Isabelle, veuve du roi Jean Ier Zapolia, avait détruit la relique pour assurer le trône à son fils Jean Sigismund. La couronne de Saint-Étienne ne passait pas seulement pour le symbole de la puissance royale, mais véritablement pour son siège. Qui la possédait détenait le pouvoir réel en Hongrie. L'indépendance de la Hongrie se termine lorsqu'une partie du territoire est conquise par l'Empire ottoman au début du XVIe siècle. L'événement crucial est la bataille de Mohacs en 1526, une victoire des Ottomans qui coûte la vie au roi Louis II de Jagellon. Or, des liens matrimoniaux étaient établis en 1522 entre les Jagellons et les Habsbourg. Louis II a épousé Marie, petite-fille de l'empereur Maximilien de Habsbourg, sœur de Charles Quint, empereur à partir de 1519, et de Ferdinand qui a lui-même épousé la sœur de Louis II, Anne Jagellon. La maison de Habsbourg est extrêmement puissante, puisque Charles Quint est aussi roi d'Espagne, souverain des Pays-Bas, et détient de nombreuses principautés autrichiennes, archiduché d'Autriche, Tyrol, Styrie, etc. La mort de Louis II de Jagellon ouvre une crise de succession au cours de laquelle s'opposent les nobles hongrois, favorables à la maison des Habsbourg, et ceux qui s'y sont opposés. Ceux-ci élisent Jean de Zapolia, tandis que les autres élisent Ferdinand de Habsbourg. Comme on l'a vu, à la fin du Moyen-Âge, le royaume de Hongrie connaît une période d'interrègne au début du XIVe siècle. Le pouvoir royal fut restauré sous Charles Ier, descendant de la maison capétienne d'Anjou. Les mines d'or et d'argent ouvertes sous son règne produisent environ un tiers de la population mondiale totale. Jusque dans les années 1490, le royaume atteint l'apogée de sa puissance sous Louis le Grand, qui mène des campagnes militaires contre la Lituanie, le sud de l'Italie et d'autres territoires très lointains. L'expansion de l'Empire ottoman atteint le royaume sous Sigismund de Luxembourg. Au cours des décennies suivantes, un commandant militaire talentueux, Jan de Juandi, dirige la lutte contre les Ottomans.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître les autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.